Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clara, bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Cet épisode est la suite d'un premier épisode sur le bateau de Thésée dans la SF, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Trigger warning aussi, dans cet épisode, on va parler de concepts entre autres liés à la mortalité, au décès et au deuil. Donc voilà, je préfère vous prévenir pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas d'écouter. Vous pouvez checker en description à partir de quand je parlerai de ça, mais vraiment premier degré en écrivant l'épisode, j'ai parfois eu des moments d'absence un peu existentiels. Donc je préfère prévenir. Dans l'épisode précédent, je vous faisais part de mon impression concernant l'obsession qu'a la SF aujourd'hui pour l'identité, mais pas n'importe quelle identité, une identité qui est transformée par les nouvelles technologies, les ambitions transhumanistes, etc. On a parlé des succès récents qui témoignent de l'intérêt pour ces sujets comme Sévrance, Mickey 7, Avatar, mais aussi de l'engouement autour des multivers et des boucles temporelles. Certes, c'est un questionnement que la science-fiction a toujours exploré. On pourrait même se dire, mais la SF a encore des choses à dire là-dessus. Vous inquiétez pas, la SF a toujours des choses à dire. Et donc, je reprends ma question initiale. Pourquoi la SF aujourd'hui spécifiquement se tourne vers l'exploration de cette identité malmenée, transférable entre différents supports, dupliquée, fragmentée, etc. Question à laquelle, cette fois, on va essayer de répondre dans cet épisode. Ok, alors avant de s'éloigner un petit peu de la science-fiction, j'aimerais vous poser deux questions. Déjà, est-ce que vous avez déjà ressenti la sensation de vivre une double vie, à la fois en ligne sur Internet et hors ligne dans la vraie vie, disons? J'ai encore une autre question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de retomber par hasard sur un vieux commentaire que vous avez posté, je sais pas, sur une vidéo YouTube, un tweet, un post Facebook, voire un ancien blog? Et là, vous lisez ce commentaire et vous vous dites excusez-moi, mais c'est moi qui ai écrit ça? Genre vraiment, vous reconnaissez les mots, hein, mais pas du tout la personne derrière, qui est vous. Quand ça m'arrive, perso, j'ai l'impression de tomber sur une Clara d'un autre espace-temps, littéralement. Une Clara qui existe toujours quelque part sur Internet et qui continue de laisser des traces, de vivre quelque part, mais qui n'est pas moi. Et je sais que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Cette impression de laisser des morceaux de soi quelque part sur Internet comme des sortes de doubles figés dans le temps, c'est une expérience de plus en plus commune. Et justement, ces phénomènes sont de plus en plus étudiés dans ce qu'on appelle les Techno-Self Studies, autrement dit, les études liées à l'identité technologique. C'est un champ de recherche interdisciplinaire qui a été proposé et développé par Rocci Lupicini dans son livre « L'identité dans une société technologique ». Et alors, je préfère vous prévenir, quand on tombe dedans, ça n'en finit plus. C'est ultra passionnant. Les Techno-Self Studies, elles étudient la relation changeante entre l'humain et la technologie, et plus particulièrement comment ça modifie notre identité. Donc il y a plein d'études sur toutes les formes d'identité digitale, comme par exemple les avatars, mais aussi des études sur ce qu'on appelle le cyberespace, sur le transhumanisme, le post-humanisme, le techno-humanisme, etc. C'est un champ de recherche qui s'inscrit particulièrement dans la philosophie de l'esprit, mais aussi dans les sciences cognitives, la psychologie et évidemment toutes les disciplines qui sont de près ou de loin liées aux sciences technologiques. Selon ce champ de recherche, il y aurait donc une crise de l'identité. Une crise qui est née avec le développement des nouvelles technologies. Plus précisément, il y aurait 5 technologies qui contribueraient à cette crise de l'identité et qui ne cessent de se développer. Les technologies de l'information et de la communication liées à Internet, l'intelligence artificielle et la robotique, les technologies neurologiques et cognitives qui sont vraiment très présentes dans les exemples qu'on a cités tout au long du premier épisode, les nanotechnologies à l'échelle des atomes et les biotechnologies avec notamment le génie génétique. Génie génétique qui renvoie à la manipulation des gènes et de l'ADN. Et selon les Techno-Self Studies, le développement de ces technologies nous impacterait de 6 manières différentes. Déjà, on l'a vu, elles altèrent notre corps lui-même dans le but de l'améliorer. Prothèses, implants, thérapie génique, exosquelette, etc. C'est du transhumanisme dans son versant le plus concret. Ensuite, ces technologies, elles changent la manière dont on se perçoit en tant qu'être humain. Par exemple, avec la neuroimagerie qui nous permet de voir l'intérieur de notre corps,
de notre cerveau et ça change forcément la manière dont on perçoit l'être humain. Ensuite, le fait qu'on crée des robots et des machines qui veulent de plus en plus nous ressembler et qui parfois sont plus humains que nous, selon les chercheurs et les chercheuses, ça crée une sorte de fusion entre les robots de plus en plus humains et les humains de plus en plus robotisés, par le travail notamment. Après, il y a des effets plus profonds, moins visibles. Par exemple, les études qui explorent comment notre environnement physique lui-même a changé, surtout dans les villes. On a des espaces de plus en plus standardisés et automatisés qui sont pensés pour les flux. La conséquence, c'est que dans ces environnements ultra impersonnels, on se sent anonyme et parfois interchangeable. Et ça, forcément, ça modifie notre rapport à nous-mêmes. Si tout autour de moi me fait sentir que je suis remplaçable, comment je construis encore une identité singulière ? Plus généralement, les chercheurs et les chercheuses citent aussi les découvertes scientifiques qui ont remis en question notre rôle, le rôle de l'humain dans l'univers. On a découvert depuis bien longtemps maintenant, mais que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que le temps est relatif, que les neurones peuvent aussi être simulés, que l'univers lui-même est peut-être une simulation. À chaque fois, ces nouvelles découvertes ou théories vont secouer notre représentation de ce qu'on est et de ce qu'on vaut. C'est d'ailleurs, à mon sens, des questionnements existentiels très liés au multivers et au voyage temporel dans la science-fiction. Et enfin, ce qui m'intéresse peut-être le plus ici, c'est qu'on a carrément créé des environnements humains entièrement nouveaux. Le virtuel, Internet, les réseaux sociaux avec nos avatars et nos doubles numériques. Ces mondes-là changent complètement nos interactions avec les autres et donc notre rapport à nous-mêmes. Par exemple, sur Internet, qu'on le veuille ou non, on a une collection de versions de soi. Certaines qui sont actives, d'autres qui sont en veille, d'autres qui sont mortes, d'autres qu'on a oubliées et que si on tombait dessus, ça nous cringerait sûrement. L'impact des avatars, notamment, a été très étudié en psychologie, mais pas que, au sein des Techno-Self-Studies. Par exemple, je parle peut-être pour les plus geeks d'entre nous, mais est-ce que vous avez déjà pris conscience d'à quel point vous pensez et agissez différemment selon l'avatar ou le pseudo que vous incarnez ? C'est ce qu'on appelle l'effet Proteus, qui vient du dieu grec Proté, qui a en fait le don de se métamorphoser. Et l'effet Proteus, c'est l'idée que l'avatar qu'on choisit d'incarner influence notre comportement en ligne. En ligne, mais pas que. Il y a certaines études qui montreraient que ça influencerait aussi notre comportement dans la vraie vie. Dit grossièrement, c'est comme si un faux nous, créé sur Internet, influençait notre vrai nous dans la réalité. Et ça, c'est seulement un des aspects d'Internet étudiés dans les Techno-Self-Studies. En réponse à toutes ces mutations, la science-fiction, elle les prend et elle les pousse à fond. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est littéralement tiraillé entre toutes nos versions. Pro, perso, en ligne, hors ligne. Il y a nous au taf, nous sur Insta, nous avec nos potes, nous quand on poste sur LinkedIn, nous quand on laisse un avis négatif sur Sens Critique d'Alien Earth. On passe d'un pseudo à un autre, d'un avatar à un autre, d'une interface à une autre, en jouant à chaque fois un rôle différent. Et plus on les empile, plus c'est le bordel. Et c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une question sociale, une question de pression sociale et numérique. En fait, une pression à jouer correctement notre rôle selon les codes attendus par les plateformes, les collègues, la famille, les abonnés. Est-ce que je suis moi-même quand je m'adresse à vous, chers abonnés ? Telle est la question. Les études en psychologie et en neurosciences, elles le montrent que gérer plusieurs identités en parallèle, c'est cognitivement coûteux. Ça a créé du stress, de la fatigue mentale et un sentiment d'inauthenticité. Et ça a évidemment explosé avec l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Avant, on devait déjà gérer nos moi dans la vraie vie hors ligne, disons, et du coup nos moi alternés. J'étais une version de moi au travail, une autre à la maison, mais elles coexistaient pas vraiment. Maintenant, toutes nos versions numériques peuvent être actives en même temps, visibles et interprétées indépendamment. En fait, on n'a jamais été aussi exposé à autant de regards en même temps. Et ça, je pense que la science-fiction, elle le capte très très bien aujourd'hui. Elle pousse à l'extrême ce flou identitaire dans lequel on baigne constamment. Ce moment où, comme pour le bateau de Thésée, on ne sait plus très bien à partir de quand quelque chose ou quelqu'un cesse d'être la même personne.
Ce flou identitaire, il a aussi été très exacerbé par l'avènement de l'IA. Évidemment qu'on va parler de l'IA, qui ne parle pas d'IA de toute façon aujourd'hui en 2025, l'IA qui maintenant est capable de reproduire notre écriture, notre façon de parler, notre visage, notre voix avec un réalisme parfois effrayant. En somme, l'IA est presque capable de nous cloner. Ça, c'est une chose. Mais j'aimerais me focus sur un usage particulier de l'IA qui me met très mal à l'aise, qui me fout les jetons, carrément, genre ça me terrifie. Il y a un truc commun à pas mal d'œuvres que j'ai citées dans l'épisode d'avant. La duplication ou le transfert de soi existe presque toujours pour éviter la mort. Anakin, mais on peut citer aussi Alex Murphy dans Robocop, Jake Sully et Quaritch dans Avatar, parce qu'ils sont cliniquement morts ou qu'ils s'apprêtent à l'être. Les enfants dans Alien Earth pour éviter leur maladie incurable. L'univers de carbone modifié où notamment les riches incarnent des enveloppes pour atteindre une certaine forme d'immortalité. Toutes et tous, d'une manière ou d'une autre, essayent d'échapper à leur fin. Et alors, si aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore à l'étape de copier notre conscience, on laisse des traces, partout, tout le temps, sans le vouloir. Des statuts sur internet, des messages, des vidéos, des photos, des voix, des posts, des likes, des recherches Google douteuses, et ces morceaux-là, ils nous survivent après notre mort. Ils meurent pas quand nous, on meurt. Toutes ces copies numériques, on les laisse derrière nous. Et oui, je suis d'accord, ça fait très bizarre à dire quand on se pose vraiment pour y réfléchir 2 secondes. Toutes ces copies numériques, elles peuvent être exploitables même après notre mort. Vous savez peut-être vers quoi je vais, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces IA entraînées sur les données laissées par une personne décédée sur internet. En gros, on balance les messages, les vidéos, les posts d'une personne décédée dans une IA. Alors j'emploie sûrement pas les bons mots d'ailleurs, désolé, je suis pas experte en IA. Et cette IA va tenter d'imiter la manière de parler, de répondre et d'être de cette personne décédée. Ça s'appelle des grief bots ou des death bots, ce que Ouzbek Erika, dans un article que je mets en description, appelle les agents conversationnels de deuil ou de mort. Il y a une boîte en Chine qui propose ça. Ils appellent ça littéralement le clonage de la pensée, d'une personne décédée donc. Et récemment, une start-up française qui s'appelle Her Memories, fondée par Matteo Bosso, ou Bozo, je sais pas, a annoncé vouloir faire la même chose. Je vous mets le lien de leur site en description, c'est lunaire. Et ils parlent pas simplement de sauvegarder des souvenirs, mais de créer, vraiment c'est marqué sur leur site, de créer un double numérique de soi, avec notre voix, nos mots, notre personnalité, pour que nos proches puissent discuter avec ce double après notre mort. Mais le mot est dit, on parle d'un double, exactement comme dans les récits qu'on a vus dans l'épisode d'avant. Et forcément, je pense à un de mes épisodes préférés dans la série Black Mirror, sorti en 2013, qui s'appelle Bientôt de retour et qui m'avait vraiment glacée. C'est une femme qui décide en fait d'investir dans un clone de son copain décédé dans un accident, clone qui se nourrit de tout ce dont son copain a laissé sur internet pour mieux l'imiter. C'est vraiment un des plus beaux épisodes de Black Mirror à mon sens, il est absolument tragique, en même temps c'est Black Mirror, mais il explore merveilleusement bien la question de l'identité, je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Pour laquelle je t'ai inscrite justement. C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? C'est un pauvre truc de... Tu cliques sur le lien et ensuite tu pourras lui parler. Comment ça, parler? Tu tapes des messages, comme pour un email, et ça te répond, comme lui l'aurait fait. Mais il est mort! C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom. Il fouille dans son passé. Il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant, tous ses posts sur Facebook, ses tweets, tout ce qui a été publié. Je me suis contentée d'entrer le nom d'Ash. Le système s'est occupé du reste. Non, mais c'est un truc de taré! De taré! Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée. Plus il a de données, plus il lui ressemble. Ça le remplacera jamais. C'est vrai, mais ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est plus un épisode de science-fiction, c'est un projet d'entreprise. Alors peut-être que le lien entre mon propos et la question de l'identité n'est pas très clair. Vous vous posez peut-être la question, mais en fait tout ça, ça me fait poser 2 questions. Déjà, à quel point on a laissé notre moi se déporter hors de nous dans le virtuel pour qu'une foutue IA soit aujourd'hui capable de générer une version ultra convaincante de nous après notre mort?
Si une IA peut utiliser tout ce qu'on a laissé en ligne pour nous reconstituer, c'est bien qu'on a atteint un stade où notre identité ne nous appartient plus vraiment, elle nous échappe, elle est éparpillée partout. Et deuxième question, si une version convaincante de moi peut exister sans moi, qu'est-ce que moi je suis ? Je sais pas vous, mais j'ai vraiment la boule au ventre quand j'y réfléchis. Genre, je sais pas, ça vous ferait quoi de savoir qu'une IA vous imite après votre mort ? Bah, vous serez convaincu que c'est pas vous, mais les autres autour. Et si finalement l'IA développe une conscience, j'en sais rien, est-ce que ça serait votre conscience ? Bref, tu m'étonnes que la science-fiction soit obsédée par ces questions-là aujourd'hui. Je passe évidemment outre les détails éthiques et déontologiques de cette utilisation spécifique de l'IA. On pourrait en reparler dans un autre épisode si ça vous intéresse parce qu'il y en a à dire des choses là-dessus, mais c'est pas le sujet ici. Ce que montrent les œuvres de science-fiction qu'on a vues, c'est cette bascule où l'identité ne réside plus en nous, mais en dehors de nous. Elle s'appuie sur ce qu'on laisse derrière nous, sur des empreintes déjà copiées et transférées, des traces que des startups peuvent aujourd'hui apparemment exploiter pour faire parler les morts. Selon les Techno Self-Studies, c'est une bascule qu'on est déjà en train de vivre. Ces récits, ils seraient pas juste des fantasmes de SF, ils reflètent surtout des problématiques très actuelles liées à la manière dont notre identité est transformée ou nous échappe à travers la technologie. Dans l'introduction de l'épisode précédent, j'ai très vite fait citer Donna Haraway, et je l'ai pas citée pour rien. En écrivant cet épisode, je me rends compte à quel point son manifeste cyborg est crucial aujourd'hui. Dans son livre, elle montre que les nouvelles technologies abolissent toutes les dualités, corps, esprit, homme, machine, nature, culture. Elle dit, je cite, « La culture des hautes technologies remet en cause ces dualismes de façon mystérieuse. Il est difficile de savoir qui de l'homme ou de la machine crée l'autre ou est créé par l'autre. Il est difficile de savoir où s'arrête l'esprit et où commence le corps dans des machines qui se dissolvent en pratique de codage. » Fin de citation. Ce qu'elle dit, c'est qu'avec le développement des nouvelles technologies qu'on a citées, les frontières s'effondrent et qu'on devient totalement autre chose. Selon elle, on devient des monstres, et plus particulièrement ce qu'elle appelle des cyborgs. C'est aussi ce que suggère la fin de Alien Earth. Vous avez vu comment je fais vraiment des efforts pour me réconcilier avec la série ? Dans Alien Earth, les vrais monstres, c'est le titre du dernier épisode, je crois, ce sont pas les aliens, mais les hybrides eux-mêmes, ces consciences d'enfants transférées dans des corps d'adultes. Et si on fait le lien avec Donna Haraway, pour elle, les monstres, ce sont moins des créatures extérieures, comme le xénomorphe dans la série, que les formes qu'on est en train de devenir. Maintenant, je crois avoir à peu près la réponse à ma question de pourquoi c'est un sujet qui marche autant dans la science-fiction aujourd'hui. On est en plein dans une mutation identitaire qui nous dépasse, et la SF s'en empare à fond. Et il n'y a que là, selon moi, où on peut la regarder réellement en face. Et vraiment, c'est un sujet qui me prend aux tripes, donc c'est pas étonnant que ce soit des œuvres qui marchent, parce que forcément elles font écho à notre vécu de manière consciente ou non. Ça mériterait plusieurs épisodes sûrement, j'avoue y réfléchir très souvent, mais j'ai pas encore tout le recul nécessaire pour élaborer plus, alors je m'en tiendrai là pour éviter de dire des choses non abouties, et je suis par-dessus tout très à l'écoute de vos propres interprétations, comme toujours. J'espère que votre cerveau n'a pas explosé, moi oui. Il va falloir m'en greffer un, mais serais-je toujours Clara de 42 nuances de SF ? Non, déjà je ne suis plus la même Clara qui a commencé l'enregistrement de ces 2 épisodes parce que j'ai perdu des neurones. Bref, en espérant que ça aura ouvert votre esprit et que ce petit moment de science-fiction philosophique vous aura fait réfléchir comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.